par mois à 20h30. Jeux olympiques. La France refuse le boycottage. Le comité olympique décide d'envoyer les athlètes à Moscou. Madame, Monsieur, bonsoir. Sakharov, Afghanistan, Jeux olympiques, tels sont ce soir les éléments du puzzle de la situation internationale qu'il convient d'assembler et d'analyser afin d'en connaître les conséquences. J'ajouterai à cela l'arrivée imminente, je l'espère en direct dans ce journal, de M. Jacques Chaban-Delmas, le président de l'Assemblée nationale, qui a écourté son voyage en URSS. Mais d'abord, les faits. On connaît maintenant exactement comment a commencé hier l'affaire Sakharov, le physicien soviétique, prix Nobel de la paix, assigné à résidence dans une ville à 400 km de Moscou. Serge Misra. C'est la belle-mère de Sakharov qui a réuni chez elle les journalistes occidentaux pour leur raconter l'arrestation. Elle leur a dit comment, alors que Sakharov se rendait à l'académie, sa voiture a été arrêtée et de quelle manière il a été emmené chez le magistrat qui lui a signifié l'ordre d'expulsion pris à son encontre par le Soviet suprême. Sa femme, Elena, a alors eu 2 heures pour prendre quelques affaires, puis le couple a été emmené à l'avion qui les a conduits à 400 km de là, à Gorky, où Sakharov a été assigné à résidence. Sakharov, le père de la bombe soviétique, prix Nobel de la paix, avait fini par devenir le symbole de la contestation en URSS. Depuis 1960, il se battait pour la défense des droits et des libertés dans son pays et dans le bloc socialiste. Pour les responsables soviétiques, sa prise de position dans l'affaire afghane, la condamnation de l'intervention armée, a été la goutte d'eau. Andreï Sakharov est devenu tout d'un coup, aux yeux des autorités, l'homme à écarter à tout prix. Aujourd'hui, le journal Les Izvestia publie à Moscou un article d'une extrême violence contre le physicien. Il y est dénoncé comme un traître et le journal insinue qu'il aurait divulgué des secrets d'État. Ces accusations d'une extrême gravité suscitent l'inquiétude des dissidents moscovites et des amis de Sakharov qui soulignent que personne n'a pu le contacter depuis son départ et qu'à Gorky, où il serait censé se trouver, personne ne l'a encore revu. Question, alors Georges Bortoli, dans cette affaire Sakharov, comme dans l'intervention soviétique en Afghanistan, s'agit-il d'une action préméditée, longuement réfléchie par les soviétiques, ou alors d'une double erreur d'appréciation? Moi, je crois qu'il s'agit d'une action préméditée. Ça fait des mois que j'entends dire Moscou sera vidé de tous ses dissidents avant les Jeux Olympiques. Il ne faut pas que les centaines de milliers d'Occidentaux qui doivent en principe se rendre à Moscou en juillet puissent rencontrer des dissidents. Il me semble que l'opération est en cours, tout simplement. Alors, il y a une autre raison qui est importante. C'est qu'au moment où les dirigeants soviétiques mènent en Afghanistan une politique extérieure dure, ils ne peuvent pas supporter de division dans leur opinion intérieure. Donc Sakharov, qui parlait contre la guerre en Afghanistan, Sakharov est réduit au silence. Et il y a une troisième raison qui est très importante aussi, c'est qu'au moment où soviétiques et américains se défient, eh bien l'arrestation de Sakharov est un défi. C'est une façon de dire à Carter, vous voyez, avec vos histoires de droits de l'homme, eh bien vous ne nous impressionnez pas. Bien, alors on parle justement d'une victoire des faucons du Kremlin sur les colombes. Est-ce que vous y croyez, Georges? Je ne sais pas s'il y a des colombes et des faucons au Kremlin. Je crois qu'il y a en tout cas des technocrates et des bureaucrates. Il y a, dans les dirigeants soviétiques, un clan très attentif aux réalités économiques, donc très attentif à garder des contacts avec la technologie, avec l'économie, avec la science occidentale pour élever le niveau de l'économie soviétique. Bon, ce clan, il est vraiment en chute libre. L'un de ses derniers grands représentants, M. Kirillin, vient d'être limogé hier. Alors, il y a l'autre clan qui, lui, fait passer avant tout le pouvoir politique, le pouvoir du parti, l'orthodoxie politique. Alors, ce clan-là, au fond, ça lui est assez peu important de rompre ou de ne pas rompre les ponts avec l'Occident. Et je pense que ce clan des purs et des durs, eh bien, les militaires soviétiques le portent évidemment dans leur cœur. On attendait aussi la réaction du gouvernement français. Elle est venue tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. D'abord, sur l'Afghanistan, le gouvernement juge inacceptable l'intervention de l'URSS, mais il estime que la remise en cause des prochains Jeux Olympiques n'est pas le bon moyen pour rétablir une situation normale dans ce pays. Par ailleurs, le gouvernement français n'entend pas se substituer au comité olympique français, dont la décision a été de dire oui, vous le savez, aux Jeux Olympiques de Moscou, et très rapidement. Quant à l'affaire Sakharov, le gouvernement exprime son émotion et souligne qu'une telle mesure est contraire à l'esprit d'Helsinki. Mais alors Georges Bortoli, après ces deux prises de position françaises sur cette double affaire, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que va dire par exemple demain M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères français, à M. Kornienko, qui est le vice-ministre des Affaires étrangères soviétique?
Il est certain que le gouvernement français envisage la situation avec beaucoup de gravité, qu'il demande des explications approfondies aux soviétiques, mais disons que pour Paris, pour l'instant, la détente est malade mais pas encore morte. Détente malade puisque notamment l'arrestation de Sakharov, sa mise en résidence surveillée, représente une violation grave des accords d'Helsinki que les dirigeants soviétiques, que M. Brejnev ont signés. Mais Paris se refuse, pour l'instant, à entrer dans une espèce de spirale de l'escalade, dans une fatalité de l'escalade, et Paris se refuse aussi à rentrer, pour l'instant, dans le vieux système des blocs. Paris veut garder sa liberté de décision par rapport, par exemple, à Washington. Dernier élément important donc de cet ensemble, on attend ce soir, je vous le disais en commençant, et peut-être l'aurons-nous en direct dans ce journal, je l'espère, le retour de M. Jacques Chaban-Delmas de Moscou. Le président de l'Assemblée nationale, à cause de l'affaire Sakharov, a abrégé son séjour en URSS, au cours duquel il a exprimé son désaccord sur l'intervention en Afghanistan à M. Brejnev lui-même, que vous voyez sur ces images, qu'il a longuement rencontré. À noter encore que M. Chaban-Delmas rentre, comme on vient de le dire aussi, dans le même avion que le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, qui doit demain s'expliquer sur l'Afghanistan avec M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères français. La réaction la plus attendue en France était sans conteste aujourd'hui celle du Parti communiste français, qui approuve pleinement l'intervention soviétique en Afghanistan, mais qui, vous allez l'entendre par la voix de M. Maxime Grémest, désapprouve l'action entreprise contre M. Sakharov, car le Parti communiste français fait la différence entre les affaires d'État et les cas particuliers, comme l'avait déjà dit d'ailleurs M. Georges Marchais à M. Brejnev lors de son récent voyage à Moscou. Désapprouvons ces mesures qui ont été prises à l'égard de Sakharov. Et cela est tout à fait conforme avec la position qui a été rappelée par Georges Marchais à l'occasion de la rencontre du Parti communiste français et du Parti communiste de l'Union soviétique, où nous avons souligné en particulier le fait que nous considérions qu'il ne fallait pas substituer les mesures administratives à la nécessaire lutte politique et idéologique. Et sur ce problème, dans le communiqué commun entre nos deux partis, nous avons dit qu'il y avait des divergences. Vous êtes pour en Afghanistan, vous êtes contre avec Sakharov. Est-ce que le droit des hommes et le droit des peuples, c'est pas de même nature? Le droit des peuples et le droit des hommes, eh bien, il faut prendre chaque cas concret. Or, nous constatons que dans le monde, l'impérialisme aujourd'hui met en œuvre une répression considérable dont on ne parle jamais. Par exemple, en Uruguay, il y a plus de 4000 emprisonnés. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à vivre, où on met en cause leur dignité. Eh bien, nous sommes avec tout cela. Et en même temps, quand se pose un problème dans les pays socialistes, nous exprimons notre position. D'autres réactions en France. La CGT condamne les sanctions prises par le gouvernement soviétique contre M. Andreï Sakharov. Le Parti communiste italien considère, lui, que l'affaire Sakharov est une désolante confirmation de l'intolérance du gouvernement soviétique. À Paris, M. Raymond Aron, qui était l'invité d'Antenne de Midi, et Jean-Paul Sartre, pourtant d'opinions diamétralement opposées, appellent au boycottage des Jeux Olympiques. Enfin, du côté des partis de la majorité, l'UDF considère le cas Sakharov comme odieux et révoltant. Quant au RPR, réuni aujourd'hui pour ses journées parlementaires dans la banlieue parisienne, c'est M. Claude Labbé qui donne la position de son mouvement sur cette affaire. Alors notre condamnation est très ferme et très vive. Nous pensons que c'est devant ce genre d'attitude que les peuples et les gouvernements doivent réagir. Et pour ce qui nous concerne, à notre niveau, et le retour de Jacques Chaban-Delmas était particulièrement justifié, puisque son voyage lui a permis de dire à M. Brejnev et personnellement sa réprobation devant l'agression sur l'Afghanistan, mais il est évident que ce voyage ne pouvait en aucun cas se prolonger et qu'il n'était pas opportun. Alors il nous semble que dans le passé récent et aujourd'hui même, le gouvernement ne parle pas assez haut, assez ferme et assez fort, et que cette voix de la France qu'on attend dans le monde entier ne s'exprime pas suffisamment et assez fortement. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, le groupe RPR paraît particulièrement partagé. Il nous semble que nos athlètes doivent se rendre à Moscou, car nous ne mélangeons pas la politique et le sport,
Mais il est sûr que s'ils devaient s'y rendre dans un climat qui soit particulièrement difficile pour eux, qu'ils soient en quelque sorte des otages ou qu'ils servent à une propagande politique en Union soviétique, la décision pourrait être reconsidérée. Un sondage intéressant de l'Institut Louis Harris, publié demain par le journal Le Matin, un sondage réalisé après l'intervention soviétique en Afghanistan, mais avant l'affaire Sakharov. 52% des personnes interrogées pensent que le Parti communiste français aligne sa politique sur Moscou. 9% seulement des personnes interrogées estiment que le Parti communiste a profondément changé par rapport à l'époque de Staline. Ils étaient 20% il y a 3 ans, en 1970. C'est donc très net. À travers les réactions que nous venons d'entendre, l'affaire Sakharov est donc directement liée au problème de l'Afghanistan, et ce sont les deux événements qui mettent en cause maintenant la tenue des Jeux Olympiques. Et à ce propos, les divergences entre gouvernement et comités olympiques nationaux commencent à voir le jour, comme en Grande-Bretagne par exemple, où le président du comité olympique britannique n'est pas d'accord avec Mme Thatcher, partisan du boycottage des Jeux. Par ailleurs, à Strasbourg, on apprend officieusement encore qu'une réunion des ministres des sports européens pourrait avoir lieu au début du mois de février. Dans ce concert de valses-hésitations, le comité olympique français, lui, a une position très nette. Il a répondu oui, tout de suite, à l'invitation de Moscou, et aujourd'hui, malgré l'affaire Sakharov, il n'entend pas se déjuger. Le principe de la position du comité olympique reste quand même toujours le même, c'est-à-dire que nous voudrions éviter au maximum d'avoir des influences de type politique. Je sais qu'on peut discuter le problème de Sakharov en tant que droit de l'homme, bien sûr, mais nous voudrions essayer d'éviter que la politique, il y ait trop d'ingérence de la politique dans le sport. Mais est-ce que vous pensez que c'est une position réaliste de dire le sport et la politique sont deux choses qui doivent être totalement séparées? Enfin, un athlète est un homme qui peut avoir aussi des idées. Bien sûr, les athlètes d'ailleurs à titre individuel sont parfaitement libres de se déterminer, ça c'est bien évident, et ça nous l'avons toujours affirmé, nous l'avons également réaffirmé hier. Et si un athlète refusait de se rendre à Moscou, à votre avis, est-ce qu'il s'exposerait à des sanctions? Absolument pas, absolument aucune soit du sanction. ministère du Sport, Absolument pas, ni du ministère, ni de nous-mêmes, ni de sa fédération, ça je peux l'affirmer. Les athlètes sont des hommes libres qui ont leurs propres opinions et qui sont parfaitement en droit de se déterminer devant des situations qui peuvent les toucher personnellement. Sur le terrain, en Afghanistan, l'Union soviétique envoie de nouvelles troupes, c'est ce qu'on affirme à New Delhi en Inde. Et sur ces images que vous allez voir, les renforts soviétiques entrent en Afghanistan par le col de Salang, frontière entre les deux pays, Afghanistan et URSS. Les journalistes envoyés spéciaux à Kaboul ont constaté que les soldats soviétiques étaient en grande partie, non pas des Russes, mais des soldats soviétiques, bien sûr, mais venus des républiques d'Asie centrale. J'ajouterai à ces informations une dépêche. Le président Carter envisagerait ce soir le rétablissement de la conscription. C'est ce qu'on dit à Washington, dans les milieux, dit-on, bien informés, comme on a l'habitude de dire. Et puis aussi, une dépêche qui, elle, vient de me parvenir et qui dit que 6 journalistes français ont été arrêtés puis libérés par les soviétiques aujourd'hui dans la région de Kaboul. Parmi ces journalistes, il y avait l'envoyé spécial d'Antenne 2, Bruno Albin, et son équipe, qui a été détenu pendant 6 heures par les soldats soviétiques avant donc d'être relâché. Voilà donc pour l'Afghanistan, ses implications politiques. Le reste de l'étranger maintenant. Le Shah d'Iran a-t-il été arrêté au Panama où il séjournait pour être extradé en Iran? Les Iraniens continuent de l'affirmer. Le président du Panama déclare ne rien savoir. L'ambassadeur de ce pays à Washington dément, lui ainsi que le président américain, M. Carter. Mais cette information reste tout de même encore au conditionnel. Le Tchad demande le départ des troupes françaises. Son président va venir à Paris, mandaté par son gouvernement, pour en discuter. Fidel Castro, oui ou non blessé par son frère d'une balle de revolver et sa compagne tuée parce qu'il ne voulait pas envoyer de troupes cubaines en Afghanistan. La nouvelle publiée par un journal vénézuélien reste mystérieuse et n'a reçu aucune confirmation ni démenti. Émeute et peut-être début de guerre civile au Salvador où le gouvernement démocrate chrétien qui a succédé à la junte militaire est en butte à la contestation de la droite et de la gauche. Bilan des manifestations d'hier qui se sont poursuivies aujourd'hui, déjà 13 morts. Denise Boer. Journée de deuil à San Salvador après les émeutes d'hier. Pendant la manifestation, 13 personnes ont été tuées et on compte plus d'une centaine de blessés. Environ 100 000 personnes avaient répondu à l'appel d'un front commun de la gauche et de l'extrême gauche, appel protestant contre la politique gouvernementale.
C'est au moment où la foule arrivait sur la place centrale de la capitale que des coups de feu ont été tirés, provoquant une réponse immédiate des forces de l'ordre. Alors que les manifestants tentaient de s'abriter dans les églises, des groupes de jeunes dressaient des barricades avec des voitures et des autobus. Des groupes d'extrême droite auraient attaqué l'université et les guérilleros, les postes de police. La station émettrice de la radio de l'archevêché a été dynamitée. Ce soir, la situation reste tendue dans la capitale du Salvador. Les corps des 13 personnes tuées hier sont toujours exposés dans la cathédrale. Dernier bulletin de santé du maréchal Tito, plutôt optimiste, puisque ce matin, le maréchal a fait quelques pas dans sa chambre, aidé de ses médecins, bien sûr, depuis son amputation de la jambe gauche. Économie des hauts et des bas pour l'or, dont les cours ont chuté encore aujourd'hui. À Paris, le lingot est à 84 120 francs. Il a perdu 10 500 francs en moins de 48 heures. Hausse des prix en France, on connaît maintenant le chiffre pour l'année 1979. 11,8% d'augmentation, le dernier indice de décembre étant de 0,8%. Au Conseil des ministres de ce matin, M. Giraud, le ministre de l'Industrie, a annoncé que plus de 5 milliards de francs seraient investis dans la recherche pétrolière en France. C'est donc a priori que même si la France n'est pas l'Arabie Saoudite, de récentes découvertes montrent que des recherches valent la peine d'être entreprises. Une enquête de Philippe Dupez. Ces hommes sont en train de chercher du pétrole. Ils font ce que l'on appelle de la sismique, et cela consiste à propager des ondes dans le sous-sol pour essayer de repérer les endroits où le pétrole pourrait s'être caché il y a plusieurs millions d'années. Dans la recherche pétrolière, on n'est jamais sûr de rien. Il faut aller voir et donc faire des forages. Des forages en France, on en a fait plus de 1500 et on n'a pas trouvé grand-chose. Mais des recherches vont être développées cette année, en particulier dans le nord de la France, en mer d'Iroise, bien sûr, mais la zone est très vaste, dans le golfe de Gascogne et en Méditerranée. Pour l'instant, les résultats sont plutôt décevants. On a trouvé quelques indices. Mais les recherches iront peut-être plus loin en mer, bien que l'on ne sache pas exploiter actuellement un puits de pétrole sous plus de 300 mètres d'eau. Jusqu'à présent, nous ne faisons des recherches que sur le plateau continental, moins de 200 mètres de profondeur d'eau. Mais dans les grands fonds, vous voyez cette immense zone ici, c'est une région qui intéresse les géologues français. Vous voyez également cette zone très importante ici. Nos géologues pensent que peut-être, dans ces régions, il y a des chances de trouver des gisements, et peut-être même des gisements importants. Mais vous remarquez que j'emploie très souvent le mot peut-être. On n'a aucune certitude tant qu'on n'a pas foré. Pour faire ces forages en mer profonde, il faut des bateaux très spéciaux, comme le Pélican, qui opère actuellement dans le golfe de Gascogne, et cela coûte très cher. Mais les compagnies pétrolières ont fait de bons bénéfices cette année. Il est certain que ce sont nos bénéfices qui permettent de redémarrer un rythme d'exploration plus poussé. Je dirais d'ailleurs, si vous permettez, que ces bénéfices ils ne sont pas gros, ils sont simplement normaux. S'ils apparaissent gros, c'est parce que malheureusement, pendant une période de 4 à 5 ans, ils ont été quasiment insignifiants, pour ne pas dire nuls. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs, malheureusement, que la recherche pétrolière en France a été un peu ralentie dans la période 74-78. Si nous redémarrons maintenant, c'est effectivement parce que ces recherches coûtent extrêmement cher, que nous avons un peu plus de moyens pour les mener. Dites-vous qu'un forage en mer coûte autour de 50 millions de francs, je dis bien de francs, 5 milliards de centimes, et qu'avant de bien connaître un bassin sédimentaire, il faut en faire plusieurs, et avant d'avoir fait une découverte que nous espérons tous, il faudra peut-être en faire 10, 15, 20. Il est donc facile de voir qu'il faut des fonds très importants pour cela. Et comme personne ne veut prêter de l'argent pour des opérations de ce genre, les compagnies pétrolières ne peuvent faire une exploration intense que si elles ont des bénéfices qui le permettent. Si la mer nous est plus favorable que la terre, et les géologues sont quand même un peu optimistes, on devrait pouvoir trouver de 5 à 10% de nos besoins pétroliers, mais certainement pas avant 85. C'est pas si loin que ça. Au cours du Conseil des ministres de ce matin, M. André Giraud, le ministre de l'Industrie, a donc présenté un véritable plan pour que la France devienne de moins en moins dépendante des pays pétroliers. Non pas seulement donc en développant le nucléaire, mais en recherchant du pétrole, en essayant de relancer la consommation de charbon, en développant le chauffage solaire. Jacques Merlino a rencontré M. Giraud. Les menaces qui pèsent sur notre approvisionnement pétrolier, la situation internationale qui existe, soulignent l'importance qu'il y a à accroître la sécurité de nos approvisionnements énergétiques, à réduire notre dépendance par rapport au pétrole importé.
et ceci en utilisant tous les moyens possibles, les économies d'énergie bien entendu, et le recours aux énergies de substitution. La France est maintenant le pays qui est le plus engagé dans la voie du nucléaire. Est-ce que vous ne croyez pas que pour cette raison, il serait bon d'ouvrir enfin un grand débat sur ce choix ? Je ne vois pas pourquoi on dit enfin, et ceux qui parlent du vrai débat n'ont jamais été capables d'expliquer de quoi il s'agit. Moi, je constate que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, qu'un débat s'est tenu en 1975 devant cette Assemblée, spécialement sur le sujet, que personne n'a fait objection au recours au nucléaire. Je constate aussi qu'on en parle à chaque fois que le ministre de l'Industrie présente son budget devant l'Assemblée. Et encore en 1979, nous avons eu un débat spécial à l'occasion de la présentation de la loi justement sur les réseaux de chaleur. L'opposition n'a même pas utilisé son temps de parole, ce qui prouve que probablement elle avait eu la possibilité de s'exprimer. Et d'autre part, il est tout à fait évident que sur les 4 grandes formations politiques françaises, il y en a 3 qui ont pris position de la façon la plus formelle en faveur du nucléaire. Quant à la 4e, le Parti socialiste, eh bien, on a assez de mal à comprendre, à vrai dire, ce qu'elle veut. À propos de M. Giraud, à l'instant, disant que le Parti socialiste n'avait pas de vraie politique en matière d'énergie, prouve que ce problème est devenu une réelle question de politique intérieure française. Et justement, aujourd'hui, 22 organisations participaient à une conférence de presse pour lancer une campagne de signature en faveur d'une pétition pour d'autres énergies et pour protester contre la politique nucléaire du gouvernement. À la tribune, il y avait des écologistes, mais aussi des responsables de partis de gauche, socialistes, radicaux de gauche, PSU et le syndicat CFDT. Philippe Sassier. De toute évidence, ces organisations, et notamment celles de la gauche non communiste, ont voulu répondre au choix nucléaire du gouvernement et surtout aux arguments en faveur du nucléaire donnés il y a quelques jours par M. Giscard d'Estaing. Nous sommes contre le tout nucléaire, a déclaré François Mitterrand. Ce choix pose des problèmes, en particulier en ce qui concerne les déchets. Le leader socialiste a proposé notamment d'explorer davantage le sous-sol français, de développer les économies d'énergie et de favoriser des modes de transport moins gourmands en énergie. Le radical de gauche Michel Crépeau réclame un référendum sur le problème nucléaire et il assure c'est un choix de société et pourtant le Parlement n'a pas eu à se prononcer sur le choix nucléaire. Huguette Bouchardot, secrétaire nationale du PSU, affirme que le débat sur l'énergie sera un des grands thèmes de la campagne présidentielle et la CFDT estime pour plusieurs raisons que le choix du gouvernement est dangereux. Il s'agit d'une pression permanente, à l'évidence. Le programme gigantesque d'EDF et du gouvernement engage l'avenir d'une façon difficilement réversible sur une longue période. Pour s'opposer à ça, pour remettre finalement la France sur la tête et commencer à regarder l'énergie du bon côté, c'est-à-dire du côté de la sécurité de la population, de l'avenir de l'économie, il faut des efforts prolongés, nous en sommes tout à fait conscients. Donc cette pétition nationale, c'est un moment de mobilisation fort, mais c'est en même temps le lancement d'une campagne permanente pour imposer le changement des choix du gouvernement français et du pouvoir. En politique intérieure, le fait le plus important de la journée de demain sera sans doute le déjeuner entre M. et Mme Giscard d'Estaing et M. et Mme Chirac, au lendemain de la réunion des parlementaires RPR à laquelle assistait Daniel Brem. Dans quelles conditions, pour quel but et par qui sera menée la campagne des présidentielles de 1981? Cette question posée par M. Bollot a été au centre des débats de l'après-midi à Marne-la-Coquette. Il n'y a pas été répondu directement, mais il a été décidé que les projecteurs ne devraient plus être braqués pendant la session de printemps sur le groupe parlementaire. C'est-à-dire que l'agressivité serait momentanément rangée dans un tiroir et que ces 3 mois idylliques seraient mis à profit pour préparer une stratégie et une plateforme qui se situerait, a dit le président Claude Labbé, entre la voie socialiste et la voie libérale qui ne sont pas plus satisfaisantes l'une que l'autre. Et le déjeuner qui réunit demain à l'Élysée le président de la République et Jacques Chirac, allez-vous me demander? Eh bien, en public, il n'en a pas été question. Mais en privé, certains estimaient que cette rencontre était souhaitable dans la mesure où les retombées en seraient positives. Les mêmes ajoutaient d'ailleurs, si Chirac doit être candidat comme il est probable, il devra se dégager du mouvement le moment venu, c'est-à-dire en quitter la présidence. Tout se prépare, m'a dit Jean-Pierre Delalande, mais rien ne sera bien clair avant l'automne.
C'est là que nous saurons si la guerre reprend ou non, m'a susurré un autre député. La consigne étant pas de vague avant le déjeuner de demain et la conférence de presse de Jacques Chirac le 12 février, tout le monde parlait, si j'ose dire, sur la pointe des pieds. Les Parisiens ont retrouvé leur taxi aujourd'hui après 4 jours de grève et les chauffeurs ont décidé une augmentation sauvage de 15%, mais tous ne sont pas d'accord sur cette action sauvage. J'interromps ici le cours de notre journal puisque je pense que vous voyez maintenant sur vos écrans en direct l'arrivée de M. Jacques Chaban-Delmas qui doit donc faire une déclaration à l'issue de son voyage qu'il a écourté en Union soviétique et qui vient d'arriver ce soir Ils sont pas très bons. de Moscou. Et un face qui n'est pas fantastique. Voilà, je voudrais vous demander de bien vous mettre en place. Voilà, je voudrais d'abord vous dire comment j'envisage notre rencontre de ce soir, en quelques mots. Ce qui est en cause en ce moment, et ce qui est en cause à l'occasion de ce voyage que je viens de faire à Moscou et retour, est trop important et trop grave, je dirais même, sans forcer les termes, pour que je me laisse aller à quelques soucis de vedettariat, pour que j'expose ce que j'ai à vous dire au risque de l'improvisation et aussi à un autre risque qui est celui du détournement d'attention par le jeu des questions et des réponses. J'ai rédigé 30 lignes. Vous constaterez que ces 30 lignes forment un tout. Il s'y trouve la philosophie, l'ossature et les conclusions de mon voyage. Et vous estimerez sans doute comme moi qu'il est préférable, pour ne pas en dénaturer le sens, de ne pas démembrer ce papier dont chaque partie correspond à une des parties d'un ensemble. J'ajoute qu'une fois faite cette déclaration, je ne me livrerai à aucun commentaire dans les jours à venir, ni de presse, ni de radio, ni de télévision. Alors, nous pouvons commencer. Mon voyage était prévu depuis longtemps dans le but de développer les relations d'entente et de coopération entre la France et l'Union soviétique. Ces relations sont elles-mêmes le fruit de la politique de détente conçue par le général de Gaulle il y a plus de 15 ans, appliquée par lui et poursuivie depuis lors. J'ai maintenu ce voyage en dépit de l'aggravation de la situation internationale, parce que tous les efforts me paraissaient devoir être accomplis pour conjurer le retour à la guerre froide des années 50, avec ses menaces mortelles pour tous les peuples, à commencer par le nôtre. Mes entretiens de Moscou, principalement avec M. Léonid Brejnev, m'ont confirmé dans l'opinion que tous les aspects de la situation internationale, y compris l'affaire d'Afghanistan, sur laquelle un désaccord a été constaté, peuvent et doivent être discutés en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire à la lumière des explications les plus complètes. À cet égard, la mission à Paris de M. Kornienko, premier vice-ministre des Affaires étrangères soviétique, prend tout son sens. Venu à Moscou, porteur des espoirs de quelques familles de détenus politiques,
Un événement soudain et retentissant m'a démontré que ce n'était pas l'heure de tels espoirs. Hôte des dirigeants soviétiques, je ne pouvais pas intervenir dans ce cas public sans ingérence dans les affaires intérieures de l'URSS. Je ne pouvais pas non plus, en me taisant, sembler m'accommoder de cet effet éclatant d'un système qui n'est assurément pas le nôtre. Ma place n'était donc plus là-bas pour le moment. D'où mon retour. Je le regrette. Et d'autant plus que j'avais l'opportunité, avant toute autre chose, d'aller à Volgograd, ex-Stalingrad, pour rendre hommage aux combattants des armées soviétiques, morts ou survivants, qui, dans l'hiver terrible de 1941-1942, ont fait prendre aux opérations militaires de la Deuxième Guerre mondiale un tour nouveau et décisif en cassant les reins de l'envahisseur nazi. Quittant Moscou dans ces conditions, et 3 mois après un séjour à Washington, je constate que, fidèle à ses alliances et messagère de paix, la France, une fois encore, a un rôle à jouer qui lui est propre pour conjurer la guerre et sauvegarder l'essentiel. Je vous remercie. Voilà donc l'intervention de M. Chaban-Delmas, de retour de Moscou, que nous voulions absolument vous faire entendre ce soir en direct et que bien sûr nous commenterons dans notre dernier journal. Rapidement, quelques informations, bien sûr, parce que nous sommes en retard pour terminer ce journal. D'abord, aéronautique, peut-être une bonne affaire pour la société de moteurs français, la SNECMA. En effet, l'armée de l'air américaine a décidé de remotoriser ses avions de type Boeing 707. 2 firmes américaines sont en concurrence pour ce marché de 14 milliards de francs. L'une des 2 sociétés, la General Electric, qui est associée avec 50% avec la firme française SNECMA. 12 ans de prison, c'est ce qu'a réclamé le ministère public contre Kurt Lischka, actuellement jugé à Cologne et responsable de la déportation d'au moins 50 000 juifs français vers les camps nazis. Sport, une seule nouvelle pour terminer, simplement un résultat de slalom spécial femme à Maribor en Yougoslavie. Première Annie Wenzel, Liechtenstein, deuxième Perrine Pellen, France. Et puis les pronostics de Pierrette Brest pour le tiercé de demain à Vincennes, vous les voyez sur votre écran. G du Vivier, Jaïna Grandchamp, Jazzy Grandchamp, Jonque Danson, Jolie Symphonie, Jeff, Gemélie de Villars, Jacquina. Voilà, j'en ai oublié personne. Les résultats du loto maintenant. Pour gagner, il fallait jouer le 7, le 9, le 21, le 31, le 33 et le 39. Numéro complémentaire, le 14. La météo maintenant. Voilà, tous inscrits les uns sur les autres, mais j'espère que vous avez le temps de comprendre. Temps prévu pour la journée de demain. Des régions côtières de l'Atlantique aux Alpes et à la Méditerranée, le temps sera doux mais nuageux avec des pluies intermittentes. Des côtes de la Manche à l'Alsace et à la Franche-Comté, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies après une matinée fraîche et brumeuse. Voilà, dernier rendez-vous avec l'information ce soir, Hervé Claude. Demain, premier rendez-vous, antenne de midi, 12h45, avec une invitée, Dalida. Et puis, je vous souhaite maintenant une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.